voudrais vous transmettre les salutations du président Laurent Gbagbo. Nous n'avons pas pu quitter la réunion, nos grands frères, on a dû quitter la réunion pour prendre l'avion pour venir. Et il sait que je suis là et il écoute. Il sait que je suis à Lyon et il écoute. Nous sommes ici pour accomplir notre devoir en tant que cadre du parti. Partout où on nous appelle, il faut que nous soyons présents, surtout en cette période. Pour répondre aux attentes des militants et militantes, pour les rassurer et pour leur donner les orientations qu'il faut, pour éviter qu'il y ait des doutes ou des hésitations sur quoi que ce soit. C'est pourquoi je suis heureux du sujet que vous avez choisi, qui consiste à déterminer quel est le rôle de la diaspora dans la victoire annoncée et attendue du président Laurent Gbagbo. Je voudrais, avant tout propos, vous saluer et vous remercier déjà de la diaspora. Oui, vous avez fait du travail. Et je pense que le président, quand il en aura l'occasion, lui-même, il nous le dira. Vous avez battu le pavé ici, depuis 2011, contre la neige, dans le froid, là où personne ne croyait. Vous avez été déterminé. Certainement que le président serait sorti, mais on ne peut pas oublier votre rôle que vous avez joué. En ce temps, j'étais le porte-parole du président Laurent Gbagbo, j'ai beaucoup suivi, et je crois que j'ai le devoir de vous dire merci. Merci pour tout, pour ce que vous avez fait, et c'est parce que vous avez fait cela qu'on vous demande encore, parce qu'on est qu'à mi-chemin. Et autant vous aviez cru là où personne ne croyait, à la sortie du président dans ces pays, autant vous devez croire là où personne ne croit, en tout cas pour ceux qui doutent encore et ne connaissent pas la vie de Laurent Gbagbo, qui sera candidat et qui va gagner les élections. C'est une conviction, comme depuis 2011, à chaque fois que quelqu'un me demandait, mais sur quoi tu comptes? Pourquoi vous comptez sur quoi? Alors que ce monsieur-là, vous savez qu'il ne sortira pas. Et je dis, je ne pose même pas la question dans ces termes. Je pose dans ces termes la question autrement. Qu'est-ce que je dois faire à mon niveau, moi, en tant que collègue Katina, pour que justement, votre prédiction négative puisse se transformer en prédiction positive? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est la même question que je vous pose. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'ensemble nous devons faire pour donner une joie aux Ivoiriens, aux Africains? Pour que cette injustice inacceptable qui a été produite contre le président Laurent Gbagbo en 2011, que cette injustice-là, elle soit corrigée. Parce qu'une injustice, on ne la laisse pas perdurer. On ne la laisse pas perdurer. Et ça, c'est notre détermination. Celle que vous avez en 2011, c'est la même qu'on vous demande maintenant, en 2025. Tout à l'heure, la représentante des femmes a donné le ton sur ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous devons nous engager la bataille. Pourquoi nous devons engager la bataille? Parce qu'on ne nous laisse pas le choix. On ne nous laisse pas le choix. Je disais un jour à mes amis du RHDP, je dis, mais vous voyez, le problème que vous avez, c'est que vous pensez qu'on peut construire toute une politique autour de la peur, faire peur aux gens. Mais il y a des gens qu'on n'effraie pas. Nous, au peuple, on ne nous effraie pas. C'est ça qui est la vérité. Parce que nous, là, on est chef qu'on n'effraie pas. Donc, ce n'est pas la peine de jouer à ce que nous, on va parler pour sauver le pays. Parce que effrayer, là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et donc, nous devons tuer en nous ceux qui croient qu'on peut nous faire peur. Voyez-vous,
Dans un pays, les décisions de justice, quand elles sont prises, elles s'appliquent. Même quand on n'est pas d'accord, elles s'appliquent. Ils ont pris une décision, on ne va pas revenir là-dessus, assez incongrue, inacceptable, selon laquelle le président Laurent Gbagbo aurait été le complice du mois de mes actes, parce que l'auteur principal, c'est moi qui serais allé casser la BCAO pour prendre tous les armes. C'est tellement grossier, c'est tellement inacceptable, et c'est sur ça qu'ils se font, sur une décision d'un juge qui a violé toutes les lois possibles pour condamner quelqu'un. En droit, on nous a toujours expliqué que une décision de justice, quand on la prend là, elle est du domaine public, on la critique. On demande une décision de justice à la femme de droit, il faut commenter. Les commentaires, c'est une critique. Et on dit que la décision n'est pas juste. Elle n'est pas d'autant plus juste que ni le juge qui a condamné le président Laurent Gbagbo, dans la forme, n'avait ni la compétence pour le faire. La procédure, et comme je le dis toujours, c'est la seule procédure au monde, la seule procédure pénale au monde, dont l'objectif était que le poursuivi soit absent. Parce qu'en droit pénal, on ne peut, l'avocat qui le présente, il t'assiste, mais il ne se substitue pas à toi. En matière commerciale, tu peux être là et puis tu as un problème commercial, tu ne vas pas au tribunal, tu demandes ton avocat, lui il te demande, il ne débat pour toi. En matière pénale, on veut que l'accusé soit là. Et il appartient au procureur qui poursuit de prendre toutes les diligences pour que le poursuivi soit présent. Dans le cas du président Laurent Gbagbo, le procureur a pris toutes les diligences pour ne pas qu'il soit présent. Exactement le contraire de ce qu'il devait faire. Il est à la CPI, on l'envoie à la CPI, il est assis là-bas, il sait où il est, et puis maintenant on dit non, on t'a condamné, on t'informe qu'on t'a condamné à 20 ans. Parce que tu as braqué la BCAO. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Alors on dit pour donner la décision, il n'est même pas au courant. C'est dans le journal, il apprend qu'on l'a condamné. Et le président, sur cette base-là, la raison justement pour laquelle on l'a condamné, c'est parce qu'au moment où on le condamnait, et il avait l'information déjà qu'il avait déjà perdu à la CPI. Donc, l'objectif de cette condamnation, c'était pour éviter, empêcher que le président soit inclus sur la liste électorale et qu'il perde ses droits civiques. C'était l'objectif. Parce que devant un avocat, si le président avait été présent, jamais cette condamnation n'aurait eu lieu, puisque tout simplement, ni le tribunal qui a été constitué n'avait la compétence pour le faire. Et je ne parle même pas du fond de l'affaire. Parce que sur le fond, c'est tellement ridicule cette affaire-là. C'est le vol au monde, présumé vol au monde, où il n'y a pas de volée. C'est-à-dire, quelqu'un est assis. Au moins, tu peux dire j'ai volé, quelqu'un s'est pas dit j'ai perdu quelque chose. Mais celui qu'on dit là, il dit mais moi je l'avais perdu. On dit c'est pas grave, mais il a volé quand même. Donc ça c'est intentionnel. C'est intentionnel. Ça poursuit quelque chose. Et une telle décision de justice, on la combat. Puisque le juge a fait la politique, on va lui donner une réponse politique. Parce que s'il avait fait du droit, on lui a donné une réponse du droit. Mais malgré ça, pour ne pas les suivre, parce que nous sommes républicains, nous avons porté l'affaire devant la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme, qui est une juridiction supérieure. Et j'avais profité pour répondre à quelqu'un qui très souvent dit non, il faut qu'une notre juridiction, et que comme non, c'est pas, il faut une procédure spéciale pour que cette décision soit applicable en Côte d'Ivoire. Non. La Cour africaine des droits de l'homme a été claire. Il y a deux personnes qui ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour violer les droits. Soro Guillaume et le président Laurent Gbagbo.
les deux, le président, la Cour leur a dit inscrivez leur nom sur la liste électorale. Inscrivez. C'est une décision de justice qui domine la décision qui a été prise en Côte d'Ivoire. Et pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi on ne l'applique pas? Parce qu'ils sont dans la même logique de l'injustice depuis 2011. Dans la même logique de l'injustice 2011. La Cour africaine des droits de l'homme. Et je suis curieux, et je suis même surpris que ça, aucune chanterie n'en parle. Pourtant, on a fait le tout pour leur donner ça. C'est-à-dire que les pays qui réclament la démocratie peuvent s'accommoder avec un régime qui réunit totalement les décisions de justice. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Donc nous avons le droit avec lui. Puisqu'il y a une décision de justice qui impose que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Et contrairement à ce que dit le président de la CEI, on n'a pas besoin de décision, il n'y a pas de déquature dans ce domaine-là. Les déquatures, c'est une décision prise par une cour internationale, étrangère. Le principe de la territorialité veut que toutes les décisions soient prises, soit une décision prise par un juge, il faut que le juge ait une compétence territoriale. Donc, le principe, c'est la territorialité. C'est pourquoi, si on vous poursuit et qu'on vous condamne en France par un juge français, et qu'on doit vous arrêter en Côte d'Ivoire, on va demander l'exéquature. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'une autorité judiciaire ivoirienne endosse cette décision étrangère, parce qu'elle a été rendue par une cour qui est étrangère, sur un sujet qui doit s'appliquer sur un sujet dans un territoire dans lequel il n'y a pas de compétence, sur la base des rapports entre les deux, des conventions, on va demander l'exéquature. Donc on va demander à un juge, une juridiction interne, de donner une valeur, d'endosser, de lui donner donc une onction nationale pour qu'elle soit exécutée. Et ça du coup, justice rendue à l'étranger. Mais la Cour africaine de droits de l'homme n'est pas une justice étrangère. C'est un traité, c'est une convention. C'est au nom de cette convention qu'on a décidé que la décision qui est prise là-bas, automatiquement, elle est supérieure aux autres décisions qui sont prises en interne. Donc, quand elle est faite, il n'y a pas besoin d'exéquature. Elle est immédiatement, comme si c'était la cour qui avait été tendue à Gagnoua, à Bafoué, et ainsi de suite. Voilà la différence. Mais pourquoi il ne veut pas appliquer? Parce que dans la réalité, la décision que vous avez prise, c'était pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Donc nous nous trouvons dans une situation où on ne nous laisse plus aucun droit, aucune possibilité de nous battre. Et la politique, c'est un rapport de force. La politique, c'est un rapport de force. C'est pourquoi votre rôle est déterminant. On ne peut pas accepter l'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. C'est pas possible. Et ça, c'est une bataille de chaque temps et de chaque instant. Mais c'est que moralement et politiquement, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas refuser à celui qui a fait la prison pour que les Ivoiriens aient le droit de voter. On lui refuse, lui, ce droit-là, sur la base sur une base fallacieuse. Une injustice. Il ne faut jamais s'accommoder d'une injustice. Et c'est là où ça me permet d'aborder le second point, qui est lié. Pourquoi nous devons faire bloc autour de la candidature de Laurent Gbagbo? Parce que tout simplement, c'est nous les militants qui avons demandé des candidats. C'est nous qui avons demandé des candidats. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être candidat. Il dit oui,
Et qu'on commence à chercher des plans B. Moi, tout ce qui est, j'ai horreur de la traîtrise. Parce que ça, c'est une forme de traîtrise. J'ai horreur de la manipulation des opinions. Alors, on entend dire non. Bon, on entend des bruits pour dire, ah oui, mais Babo, bon, si, au cas où, il n'y a pas de au cas où, il y sera. Et nous devons faire en sorte qu'il y soit. J'ai donné cet exemple. Vous savez, la conquête de l'Europe par les Arabes, quand les Arabes ont conquis l'Europe, les Arabes ont conquis l'Europe par la péninsule, en passant par l'Espagne. Non, oui, mais l'Afrique. Ils sont venus de l'Afrique. Ils sont passés par le Maroc, par l'Algérie. Et quand ils ont franchi la Méditerranée, le général arabe, vous savez ce qu'il a fait? Il a brûlé tous les bateaux. Il a brûlé tous les bateaux. C'est un fait historique, ce n'est pas une légende. Il dit bon, pourquoi il a brûlé? Parce qu'il ne veut même pas que quelqu'un ait un plan B dans sa tête. Soit tu vas combattre pour gagner, soit tu vas mourir dans l'eau. Tu veux brûler. C'est un fait historique. C'est établi, c'est dans les livres d'histoire. Le soldat s'est rendu compte que en face de l'adversaire, il n'avait d'autre choix qu'il d'aller en face, d'aller l'attaquer. Et c'est comme ça qu'on gagne. Parce que quelqu'un qui n'a pas le choix, il est invincible. Comme on ne laisse pas le choix, on devient invincible. Si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, ce sera notre faute. Parce qu'eux jouent leur jeu, et puis on ne veut pas. Il pensait qu'il allait rester à ces pays. Vous êtes battu, il est sorti. Mais ça, c'était la demi-finale. La finale, on va là où il était, et on le lui a arraché de façon inacceptable. J'ai l'habitude de dire à nos camarades que le jour où quelqu'un va m'expliquer que du 26 octobre 2002, quand il a pris le pouvoir, au 8 janvier 2001, la première tentative de coup d'État, en 2 mois, c'est que le président Laurent Gbagbo a fait de mauvais. En 2 mois, au point qu'on puisse l'attaquer en 2000. Attends, on n'a rien à me convaincre. Peut-être que ça va changer ma position sur certaines choses. Il faut qu'on arrête les stigmatisations des personnes dans nos pays. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour diriger, il y a des gens qui n'ont pas le droit de diriger parce qu'on les stigmatise selon les origines. Là, ça ne passe pas. C'est inacceptable. Et c'est ça qui est la première cause de la haine contre le président Laurent Gbagbo. Mais lui, il a quel problème? Il fait quoi avec un peuple qu'il a appris à aimer, qui a appris à le connaître, et c'est ça son problème. Et c'est pourquoi on dit, mais il leur a donné quoi? Même s'il ne nous donne rien, mais nous, quand on va Gbagbo, on est content. C'est tout. Parce qu'il fait corps avec nous. Il fait corps avec nous. C'est notre responsabilité. Mais ça, on peut me dire, c'est une position fortement partisane. Oui, je suis partisan, je l'accepte. Mais il y a des questions qui sont objectives. Chers amis, notre pays va mal. Il ne faut pas qu'on se les cache. Notre pays va mal. Et je vais faire un tableau rapide pour que vous compreniez pourquoi la question de la victoire de Laurent Gbagbo devient une question vitale. Le monde a changé. Nous étions en avance depuis 2000. On avait une vision, mais les autres ne comprenaient pas notre vision. Aujourd'hui, ils comprennent notre vision. Mais celui qui a produit cette vision,
Et redonnez-lui le pouvoir. Parce que c'est au nom de cette décision-là qu'il a dans ces pays. La remise en cause des normes dominateurs. C'est pour ça qu'il a dans ces pays. Pourquoi il a osé? Mais aujourd'hui, là, tout le monde ose. Et donc, lui, il a quand même osé le premier, redonner-lui son pouvoir. C'est dans notre intérêt. Chers amis, le monde se décide. Le monde est en guerre. Hein. C'est nous qui l'avons. Il y a une forme de guerre mondiale qui s'est faite. C'est pas en Ukraine, là. C'est pas seulement les Russes, c'est pas Russes contre. Non, hein. Ukrainiens. C'est le monde qui est en guerre. Et c'est cette guerre-là qui se rencontre au Mali. Quand vous voyez un ambassadeur d'un pays, parce qu'il y a eu des attaques, des soldats maliens peuvent dire oui, moi je suis content parce que c'est ce qu'on a fait cela. Parce que ça s'est fait, c'est aussi la guerre qui a lieu là-bas. La guerre mondiale qui a cours comme ça. Elle n'est pas encore déclarée officiellement, mais elle se fait. Quand les gens se disent on va envoyer des armes de l'autre côté, c'est la guerre mondiale, nous sommes en pleine guerre. Et ça, il faut à la tête de nos États des personnes qui comprennent les enjeux. Il ne faut pas avoir des sous-préfets à la tête de nos États, c'est fini ça. Il faut des gens, non seulement qui ont le courage, mais qui ont la vision. Parce que c'est ce qui nous impose, c'est ce qui s'impose à nous aujourd'hui en Afrique. Il n'y a pas d'autre solution. Ce matin, je disais à quelqu'un qui a deux formes de sources de développement. À ce soir, même dans la voiture, j'ai expliqué ça à quelqu'un. C'est quoi, tu as vu, j'ai expliqué ça. Vous avez l'Occident qui s'est développé par l'exploitation des autres. C'est le chemin de développement. L'Occident n'aurait jamais été ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait jamais l'esclavage et la colonisation. Ce n'est pas possible. Ils ont beau faire tout le développement là-dessus, ce n'est pas possible. La source de leur développement, elle est liée à ça. L'esclavage, le capital, comment ils ont constitué le capital, l'accumulation des capital en exploitant les autres, l'esclavage, puis la colonisation. Il faut avoir le courage de leur dire ça. Et ils sont conscients. Même s'ils ne disent pas dans leur livre d'histoire, mais au moins aujourd'hui, nous sommes là à l'école, il faut leur dire ça. Et puis vous avez un autre exemple, qui est l'exemple chinois, qui est le développement à partir de ses propres atouts internes. Premièrement, la population et le rôle déterminant de l'État. Et sur la question de l'État, il faudra que vous reteniez nous tous aussi, ceux qui sont ici, qui nous écoutent, que l'affaiblissement de l'État africain fait partie du processus du sous-développement, du maintien en du sous-développement de l'Afrique. Parce que eux, l'Europe, l'Occident, à quelques exceptions près, les États-Unis, la grande partie de la construction européenne ne s'est pas faite sous la République. Elle s'est faite sous la royauté. C'est l'État qui a été qui a lancé. C'est l'État qui était d'abord puissant avant que le capital ne puisse prendre l'envol. Et ils sont pas. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont eux, ils connaissent leur histoire et ils savent s'en inspirer. C'est pourquoi vous verrez qu'à partir des années 80, quand les pays africains ont commencé, à partir d'une économie supportée par l'État, à émerger, ils ont commencé à taper sur l'État pour dire non, l'État, il faut faire, comment on appelle ça, privatiser, il faut diminuer le rôle de l'État. Sachant qu'effectivement, aucun pays ne peut se développer sans que les fondements ne reposent sur un État fort. Ce n'est pas possible. C'est ce que la Chine a fait. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est-à-dire qu'une entreprise avec 30 millions de consommateurs en Chine, c'est très rapide. C'est-à-dire toute la population de Côte d'Ivoire là. C'est une PME. C'est les clients d'une PME en Chine. Oui, c'est les clients d'une PME. Ce sont les consommateurs d'une PME en Chine. La Chine a donc profité à la fois de
sa population et de son État. L'État est le centre du développement d'Achille pour toute la population. Mais nous, tout ce que les dérives que vous voyez là, elles ne sont pas gratuites. Wubisme, ce n'est pas gratuit. Hein. Et chez moi, hein, moi je m'en fous des tendances des uns des autres. Dans la vie, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis politique et je raisonne en politique. L'affaiblissement de l'État, l'anéantissement de nos valeurs culturelles et sociales vise un objectif. Si les Africains s'unissent, nous sommes déjà à 1 milliard. Nous sommes déjà des consommateurs. Donc, l'exemple chinois peut nous servir. Maintenant, si nous tous on devient Roubi, qui va faire enfant? Donc, il n'y a, excusez-moi, dans la société capitaliste, il n'y a rien qui soit fait au hasard. Tout est calculé. Tout est calculé. Et il y aurait de penser que non, les gens. Non, tout est calculé. Nous sommes les voisins les plus proches. Comme ils n'en font plus beaucoup, il ne faut pas que nous en fassions aussi beaucoup. Et donc, dans un contexte comme celui-ci, il faut des leaders forts, qui ne dépendent que, qui n'ont leur légitimité que de leur peuple. Quand un chef a sa légitimité ailleurs, il s'en fout du peuple. Et la conséquence en Côte d'Ivoire est claire. La situation sociale en Côte d'Ivoire telle que vous la voyez, la cherté de la vie, on s'en fout. Parce qu'ils n'ont pas la légitimité là, ils ne dépendent pas de vous. Leur légitimité, ils la tiennent d'ailleurs. Je sais pas, vous allez les voir ici, chaque mois ils sont ici. Non, un mois, papa, c'est trop. Après, il peut venir 2 fois par mois. Parce qu'ils s'en fichent. Quand tu n'as pas une légitimité que tu tires du peuple, tu fais ce que tu veux, et tu penses que le peuple n'a rien à faire. On devient un État policier, on brime le peuple et on dit qu'on s'en fout. Cherchez la vie. Les gens disent la vie est chère, on va marcher, on va en prison. Mais quelqu'un qui dit je n'arrive pas à manger, mais la faute qu'il a commise, elle est quoi? Elle est quoi? Mais la vie est chère. Oui, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus chers du monde. Comparé à nos revenus, la vie est excessivement chère. Pourquoi? On va revenir tout à l'heure là-dessus, en matière économique. L'exclusion de ceux qu'on pense qui n'ont pas le droit de vivre dans leur monde. Le déguerpissement. Pensez-moi sur l'instant. Que si ce régime doit penser que sa légitimité est l'intérêt du peuple, à quelques encablures d'une élection, peut se permettre de faire ce qu'il veut un peu. Déguerpissement. Et tu dors à 5e, à Damé, la 5e matin, on vient 4 à la maison. Sans compensation. Parce qu'il y a eu des cas de déguerpissement en Côte d'Ivoire. Washington, qui était même une occupation anarchique. Mais quand le président Bédié, par son âme, a voulu assainir ce point, il a monté sur la route de l'ALP pour délocaliser les personnes avant de finir les chefs. Je vais faire une anecdote. J'étais dans le conseil municipal de Cocody, et puis une fois on a fait une réunion de conseil municipal, on a dit bon, Cocody est trop chaud, on va casser tout Cocody, on veut que Cocody revienne, on va chasser les gens. Je ne sais pas quel papa qui a dit ça au Babou. Nous, on a fait notre conseil, dit quelqu'un a dit mentir, il a dit le rapporter. Il a appelé le maire. Il dit, moi je suis d'accord, hein. Oui, il faut continuer à thérapie, on chasse les gens. Mais il faut m'envoyer le plan où vous allez les localiser.
Il dit parce que ces personnes, il y en a qui sont depuis 20 ans, les enfants vont à l'école. Quand on a fait les casser, on les envoie où? Voilà la différence entre un homme d'État et les hommes de pouvoir. C'est différent. Donc, déguerpissement. Sans ménagement. On s'en fout. Faites ce que vous voulez, c'est nous qui sommes là. Il y a même un qui a fait une vidéo. Pour dire Blocos là, bon, vraiment, ça là même, et bon, c'est vrai que c'est leur village, mais ils vivent comme des villageois, donc il faut voir, est-ce que c'est non? Mais ils sont au village de leur village. J'ai fait 10 ans à Accra. Accra est partenaire des villages. Accra, les villages grands, les populations qui ont la même culture que les villages grands. Mais les villages gagnés, une loi est prise pour dire que tout le développement doit pouvoir insérer ça dedans comme étant patrimoine national. Il faut leur laisser leur patrimoine national. Il ne viendra aucun bon politique gagner de venir dire je vais ramener la famille, je vais aller ramener tel village. Ils ont inséré ça dans leur système de développement. Ils même respectent les lois. Il y a un mois où on ne fait pas de funérailles. À Accra, on ne fait pas de bruit. C'est une décision des villages. Tout à Accra respecte ça. C'est moi qui joue où c'est le bruit. Parce que la part des gens savent ce que c'est que les valeurs culturelles. Mais chez nous, on croit que le développement c'est le bling-bling. Le développement ce n'est pas le bling-bling. Le développement ce n'est pas le bling-bling. Donc, situation sociale difficile, exclusion des pauvres, division sociale artificielle. Voilà l'état de la Côte d'Ivoire du plan social. Au niveau économique, nous devons faire face à 35 000 milliards de frais. Là, ce mois-ci, il va obtenir 344 milliards de dettes, de services de dette. Il gratte la tête à pas son frère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune leçon de ce que les autres ont vécu. J'ai l'habitude de dire, quand tu fais ton champ et que quelqu'un n'a pas souffert, quand il peut venir récolter, si ce n'est pas attention, il va le récolter. Parce que c'est pas comment tu as fait pour souffrir. Le PPTE, nous avons souffert sur notre régime pour faire le PPTE. Parce que la liberté, le droit, la souveraineté que prenait le président Laurent Gbagbo était incompatible avec l'endettement. Parce que si tu es endetté, forcément, tu as tout le contrôle de quelqu'un. On s'est attelé à rembourser la dette, à rentrer dans le PPTE. Aujourd'hui, nous sommes à 36 milliards de dettes. Sur quoi? Comment peut-on être endetté comme ça et ne pas être capable d'avoir des ressources fiscales qui puissent permettre de rembourser ces dettes? Non. Donc, on accroît les TVA, on augmente les taxes, ainsi de suite, et on rend la vie très chère. La cherté de la vie, encore une fois, est liée à l'endettement de la Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, la prise en otage de l'État. En juin, le chef de l'État ivoirien a pris une ordonnance. C'est-à-dire que les députés étaient en pleine session. Lui, il s'est assis sur une ordonnance qui vise la société civile. Vous avez appris qu'il y a une partie de la société civile qui a saisi l'ONU pour cette affaire, qui restreint la liberté d'action de la société civile. Pourquoi une ordonnance? Vous avez entendu l'article 185 du Code pénal qu'on a révisé, dont l'objectif est tout simplement de museler l'opposition.
Il y a même cette loi qu'ils ont prise sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, mon ami Babou qui fait un poste. Moi, je viens derrière, je commande le poste. Si le gouvernement n'est pas content, il va arrêter Babou. Il dit, toi là, c'est toi qui as fait le poste. Et puis lui, il a commenté en bas ici, donc c'est ta faute. Mais lui, il est ici, là, comment il va faire me contrôler? Toutes les mesures sont prises pour préparer ce qu'il veut faire en 2025. Nous empêcher, en continent, qui peut nous empêcher de parler. Or, nous, on n'a pas l'argent pour acheter les armes. La force brutale n'a jamais été notre force. Ce que notre patron nous a appris et qu'il a envoyé au pouvoir, c'est notre gueule. Et notre gueule, personne ne peut nous empêcher de parler. Personne ne peut, parce que c'est le sens de notre liberté, de notre bataille. On va parler. On va parler. Bon, on a dit que la maca, ça s'appelle PPA. Donc, c'est pas compliqué. On va parler. Parce qu'il est inacceptable. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Le pays ne peut pas continuer de cette façon. Dans ces conditions, il ne nous reste plus qu'une seule chose. Notre détermination. Certainement, le parti va vous appeler très bientôt à la mobilisation. Le parti va vous appeler très bientôt à la mobilisation. Chers amis, vous qui êtes ici, vous qui avez des parents là-bas, demandez-leur de se mobiliser. Nous n'avons pas d'autre choix. Et ne vous laissez pas distraire par les promoteurs des plans B, C et D. Notre plan, s'il y en a 24, de A à Z, il s'appelle Laurent Gbagbo. C'est tout. Je voudrais que ce soit clairement compris, parce que c'est ça qui divise et qui dilue notre lutte. Quand on n'a pas de cohésion, quand l'adversaire fait qu'il est capable, par notre fragilité, ou du moins de profiter de notre fragilité, il va profiter de ça, je ne vais pas en vouloir Ouattara. Si nous allons en rang dispersé, du moins nous donnons l'impression que nous sommes incapables de faire bloc derrière notre chef, que nous-mêmes avons acquis dans notre le candidat, et qu'il y a dans nos têtes, on commence à voir, ah oui, mais s'il ne veut pas aller là, on n'a qu'à pas plan B. Mais Ouattara est heureux. Moi, je lui dis à ta place, je fais la même chose, je ne l'accuse pas, c'est nous qui je vais accuser. C'est nous qui j'ai accusé. Le président Laurent Gbagbo ne mérite pas ça. Il mérite, c'est qu'il nous reste, c'est qu'il nous reste. C'est notre mobilisation absolue, déterminée. Elle est à la fois politique, elle sera démocratique. Parce que nous n'avons pas d'autres moyens que nous d'utiliser les moyens démocratiques prévus par la loi. Parce qu'on ne ferait pas la violence, nous. Mais elle est aussi électorale. Et c'est en cela où la diaspora avait un rôle déterminant. Camarades, quand quelqu'un va vous appeler de son village pour lui donner peut-être 1000 francs, lui allez faire ma carte d'identité. Si vous pouvez, aidez-le. Il faut que nous soyons pleins sur la liste électorale. Il faut que nous allions nous enrôler. Tout à l'heure, elle a dit ça. Parce que quand on a fini cette même bataille, il reste un type. Étant entendu que dans nos têtes, nous comptons de ne pas possible pour que la CEI, là, elle soit réformée. Et sur la question de la CEI, notre position est claire. Elle dit oui, mais la CEI, là, c'est vous qui avez demandé. Oui, mais c'est nous qui avons proposé à un moment donné qu'il y ait une CEI, les partis, que les partis qui sont là. Mais on s'est rendu que ça ne marche pas. Mais c'est nous qui avons demandé, on voit que ça ne marche pas. On vous propose autre chose. C'est celui-là. Ceux qui ont en tête les plans B, C et D, la même bataille. Il faut que nous partions. Non seulement que le président Laurent Gbagbo soit là, mais que cette CEI-là soit réformée. Il faut qu'elle soit réformée.
Et ce n'est pas un jeu d'enfant. Il s'agit de la survie de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la volonté de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la survie de l'Afrique. Si nous biaisons avec la démocratie, les élections, ne soyez pas surpris quand on vient nous parler par un coup d'État, tout le monde, et puis les vitesses s'asseyent. Parce que généralement, ce qui se passe dans les autres pays, c'est l'espoir perdu dans la démocratie qui fait que les gens vont là où il n'y a pas l'expression d'illusion. Il faut que nous donnions le goût de la démocratie à nos populations. Et nous devons nous battre pour ça. Nous devons nous battre pour ça. Votre rôle en tant que diaspora est déterminant. Il faut que vous vous mobilisez, comme vous l'avez toujours fait, à Lyon, à Paris. Reprenez la lutte. Si nous engageons la lutte, les parents de ceux qui sont là-bas, eux là, tant que tout va bien, ils sont tranquilles. Mais les gens vont se dire, on est les gens ne sont pas bien contents, ils vont aller avec parler, pleurer. Mon ami, il faut revoir ta position. Il faut revoir ta position. Mais ça, c'est là, ils vont faire ça à notre place. C'est nous qui devons le faire par notre détermination. Vous avez la possibilité, vous avez la conviction, vous avez l'énergie, vous avez la vision. Ensemble, dans une marche coordonnée, avec une vision claire, avec un leader autour duquel nous sommes irrévocablement engagés. Nous allons arriver à faire faire. Parce que le chemin de la grande victoire n'est jamais un chemin large. C'est toujours un chemin périlleux. C'est un chemin étroit. C'est un chemin de coiffure, de blessure, de saignement. Mais c'est le seul prix de la liberté. Et je vous remercie.